dans l'ombre des vieilles demeures et sous la voûte des arbres séculaires, chaque silence semble cacher un secret. Le parfum du mystère flotte dans l'air, mêlé à l'écho des pas, aux regards qui se croisent et aux vérités que l'on tait. Ici, tout peut basculer en un mot, un geste, un souffle retenu. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêt à lever le voile sur l'invisible? Alors, allons-y. L'invitation parvint à Poirot dans une enveloppe de papier épais, rehaussée d'un sceau de cire ancienne. Hastings, intrigué, lut à haute voix les lignes élégantes qui conviaient son ami et lui-même au domaine des De Varenne, quelque part en Touraine. L'auteur de la lettre, une certaine comtesse Éléonore, évoquait un séjour de repos dans le cadre raffiné d'un manoir chargé d'histoire. Poirot, qui se montrait rarement sensible au charme de la campagne, esquissa pourtant un sourire. « Mon cher Hastings, dit-il doucement, parfois les vieilles demeures cachent davantage qu'un simple passé. » La voiture qui les conduisait s'engagea dans une allée bordée de tilleuls, dont le feuillage dense laissait filtrer une lumière tamisée. À mesure qu'ils approchaient, le parc se déployait comme une toile où le temps avait suspendu son cours. Mais ce fut le vieux chêne, dressé non loin de l'entrée, qui retint l'attention de Hastings. Un colosse noueux, marne-colosse noueux, marqué de cicatrices séculaires, imposant sa présence comme un témoin immuable. Poirot, le regard attentif, inclina légèrement la tête. « Voilà, mon ami, dit-il, un arbre qui a vu passer plus de secrets que bien des hommes. » Le manoir apparut enfin, noble et silencieux. À la porte du grand escalier, la comtesse Éléonore les accueillit avec grâce. Le semblait soudain plus menaçant que protecteur. Poirot, impassible, caressa sa moustache sans un mot, comme si ce détail ne l'avait nullement surpris. Autour de la table basse, les conversations se poursuivirent, mais l'air avait changé. Les plus jeunes échangèrent des sourires ironiques. D'autres baissèrent les yeux, gênés par une mémoire qu'ils eussent préféré taire. Poirot, assis légèrement en retrait, observait les moindres expressions. Un froncement de sourcils, une main crispée sur une tasse, un rire trop sonore. Chaque réaction, plus que les paroles, révélait la profondeur des passions enfouies. Hastings remarqua le silence prolongé de la comtesse, son regard perdu vers la fenêtre. Elle semblait écouter un écho que nul autre n'entendait. Le soir venu, le dîner réunit toute la maisonnée dans une salle aux murs ornés de portraits sévères. Les chandelles jetaient une lueur douce, mais les échanges, sous une apparence de raffinement, portaient la marque de piques discrètes et de rivalités anciennes. Une remarque sur la gestion des terres fit rougir l'un des fils. Une autre sur les alliances familiales fit pâlir un cousin. Hastings, qui n'était guère habitué à de telles subtilités, se sentit mal à l'aise devant ces sourires acérés. Poirot, lui, demeurait imperturbable, suivant chaque phrase comme une pièce placée sur un échiquier invisible. Lorsque les convives se dispersèrent enfin, Poirot resta quelques instants seul, contemplant les flammes mourantes de l'âtre. Ses yeux brillaient d'une intensité que Hastings connaissait trop bien. « Mon ami, dit-il à voix basse, cette maison respire un mystère ancien. Il n'est pas seulement question d'un trésor, mais d'une vérité plus pesante encore. » Hastings s'étonna d'une telle assurance, mais Poirot demeura silencieux. Sa moustache frémissait légèrement, comme chaque fois que ses petites... Lorsque le dîner s'acheva, la maisonnée se retira dans le grand salon, où l'odeur du bois ciré et des tapis anciens s'accordait à la chaleur d'un feu discret. On y servit des liqueurs fines, et l'on échangea des propos d'apparence légère. Pourtant, sous cette atmosphère mondaine, Poirot perçut vite des nuances plus subtiles. Des silences prolongés, des sourires trop vite éteints. Les De Varenne, soucieux d'offrir à leurs invités une hospitalité irréprochable, ne pouvaient effacer la crispation invisible qui reliait les convives comme une corde tendue. Hastings, assis non loin d'un cousin bavard, nota combien certaines anecdotes semblaient effleurer des souvenirs que l'on aurait préféré laisser dans l'ombre. Ainsi, derrière les rires polis, le vernis de courtoisie commençait déjà à se craqueler. Ce fut alors qu'un vieil érudit, aux lunettes épaisses et à la diction précipitée, s'imposa dans la conversation. « Historien reconnu, disait-on,
Il parlait avec une ardeur qui surprit Hastings autant qu'elle agaça quelques convives. Sa voix s'éleva, vibrante, pour retracer les origines de la légende du trésor. Un coffre enfoui à la hâte sous le Grand Chêne lors de la Révolution, afin de préserver les reliques de la famille. Plus il s'enflammait, plus certains hôtes fronçaient les sourcils, comme si ses paroles réveillaient une honte ancienne. D'autres, en revanche, se penchaient vers lui, fascinés par l'idée d'un mystère tangible. Poirot, immobile, écoutait sans interrompre, son regard glissant d'un visage à l'autre. Le contraste entre la ferveur de l'historien et la gêne des deux Varennes révélait déjà que ce récit n'était pas seulement une fantaisie d'érudit, mais une vérité douloureuse pour certains. Alors que l'historien achevait son discours, un des jeunes hommes présents, d'un ton moqueur, lança une remarque acérée à l'adresse ne voulait. Hastings vit une main se crisper sur un verre au nom d'un ancêtre cité. Un autre convive serrait les lèvres au mot de fortune. Le capitaine, souvent prompt à juger, se dit que ces gens, sous leur façade brillante, dissimulaient des rancunes qu'un rien suffirait à rallumer. Poirot, à ses côtés, demeurait muet, mais ses yeux brillaient de ce petit éclat qui, Hastings le savait, annonçait déjà des déductions à venir. La jeune fiancée, malgré son humiliation, s'efforça de reprendre contenance. Ses paroles se firent plus sèches, ses gestes plus tranchants, comme pour prouver qu'elle n'était pas aussi fragile qu'on l'imaginait. Ce fut une révélation. Derrière son apparente douceur se cachait une fierté ardente, capable de nourrir rancune et revanche. Ses yeux lançaient parfois des éclairs qu'elle ne parvenait pas à adoucir, et Hastings, qui n'aimait guère les confrontations féminines, détourna le regard. Poirot, lui, suivit ces éclats avec une attention tranquille. Dans ce tempérament blessé, il entrevoyait déjà une force obscure que d'aucuns négligerait à tort. Peu à peu, les propos se fragmentèrent en apartés plus intimes. Ici, deux cousins échangeaient à voix basse des calculs hâtifs sur la valeur du domaine. Là, un invité étranger insinuait qu'un tel trésor, s'il existait, ne pouvait échapper à la curiosité des autorités. Chaque mot semblait alourdir l'air du salon. La légende, loin d'amuser, devenait obsession. Elle réveillait les convoitises, nourrissait les rancunes et attisait la crainte d'un scandale. Hastings s'efforça de sourire poliment, mais il sentait une amertume se répandre dans l'atmosphère comme un poison invisible. Poirot, sans intervenir, écoutait, ses moustaches frémissantes à peine perceptibles. Pour lui, chaque phrase ajoutait une secret prêt à éclater. Le lendemain matin, un ciel clair et encore pâle incita quelques convives à sortir dans le parc. Le vieux chêne, majestueux et imposant, semblait attirer chacun par une force muette. On s'en approcha comme on s'approche d'un monument, partagé entre curiosité et respect. Hastings, en observateur attentif, remarqua la solennité qui gagnait même les plus bavards, soudain frappé de silence devant ce témoin des siècles. Les branches épaisses bruissaient faiblement dans l'air frais, comme si l'arbre lui-même murmurait un secret trop ancien pour être oublié. Poirot marchait lentement, les mains derrière le dos, et ses yeux suivaient les moindres détails des racines noueuses. Tout semblait attendre, suspendu à une révélation que nul ne pouvait prévoir. Ce fut un cri discret qui rompit la quiétude. Un des invités, en s'attardant près des racines découvertes par l'érosion, avait aperçu un éclat fugitif. Aussitôt, les plus curieux se penchèrent et dégagèrent un objet coincé dans la terre humide. Une petite boîte d'argent, ternie par le temps, apparut aux regards avides. Ses parois gravées portaient encore les traces d'un travail raffiné, bien qu'altéré par l'usure. L'air se chargea soudain d'une tension presque palpable. Chacun retenait son souffle, comme si le simple fait de toucher ce reliquaire risquait d'éveiller une malédiction. Hastings, impressionné, ne put s'empêcher de songer que la légende n'était peut-être pas un conte pour distraire les soirées d'hiver. Quant à Poirot, il observa l'objet sans prononcer un mot, ses yeux déjà absorbés par une réflexion silencieuse. Lorsque la boîte fut enfin ouverte, un frisson parcourut l'assemblée. À l'intérieur, point de bijoux étincelants ni de pièces anciennes, mais une clé rongée par la rouille et une inscription latine soigneusement gravée sur une petite reculèrent instinctivement, frappé d'un malaise inexplicable devant ces vestiges surgis de la terre.
La comtesse Éléonore pâlit visiblement, tandis qu'un de ses fils s'efforçait de détourner la conversation vers des banalités. L'historien, exalté, décrivait déjà des hypothèses sur le coffre perdu, ses yeux luisants d'une passion dangereuse. Hastings observa que, malgré la différence de leurs attitudes, tous semblaient saisis par une fièvre intérieure, cupidité, crainte, fascination ou refus obstiné. L'atmosphère, quelques minutes plus tôt paisible, se transforma en un tourbillon de soupçons. Poirot, demeuré immobile, notait chaque réaction avec une précision méthodique. La boîte n'était pas seulement un objet ancien, elle venait de faire éclater au grand jour les vérités cachées dans le cœur des vivants. Un des invités, personnage sceptique et volontiers railleur, rompit le silence par un éclat de rire. Il qualifia la découverte de supercherie, insinuant que la famille de Varenne entretenait depuis toujours une légende ridicule pour masquer ses revers de fortune. Ces paroles cinglantes déclenchèrent un murmure d'indignation parmi certains, tandis que d'autres semblaient presque soulagés par cette tentative de banalisation. Hastings, offusqué par tant de désinvolture, jeta un regard vers Poirot, qui demeura impassible. Mais il vit bien que la comtesse se raidissait, ses yeux brillants de colère contenue. Derrière l'ironie, Hastings perçut un malaise. Cette moquerie trop appuyée cachait peut-être la peur d'affronter ce que la boîte signifiait vraiment. Poirot, qui jusque-là avait écouté et observé sans intervenir, se pencha doucement sur la clé rouillée. Il la prit du bout des doigts, la considéra longuement, puis la reposa avec un soin presque cérémonieux. Son visage de Hastings, en quittant le cercle des curieux, sentit une inquiétude l'envahir. Cette clé, cette inscription, tout cela lui paraissait trop solennel pour n'être qu'un simple vestige. Les réactions des convives l'avaient troublé. Trop de peur, trop de convoitise pour un objet qui n'offrait pas d'or. Il pensa à la légende du trésor et comprit soudain qu'elle pouvait recouvrir une vérité plus sombre qu'un simple héritage matériel. Se tournant vers Poirot, il espéra un mot rassurant, mais son ami demeurait songeur, le regard perdu dans l'ombre du grand chêne. Hastings comprit alors que ce mystère dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Le manoir s'éveillait à peine. Un pâle soleil filtrait à travers les rideaux, et les domestiques, discrets, commençaient leur ronde. Mais cette tranquillité fragile fut brusquement déchirée par des cris qui retentirent depuis le parc. Les voix s'élevaient, paniquées, et résonnaient contre les pierres anciennes comme un funeste signal. Hastings, tiré de sa rêverie matinale, sentit un frisson courir le long de son échine. Poirot, déjà vêtu, leva les yeux vers lui sans un mot. Son instinct savait qu'un drame s'était produit. Dans l'air flottait une lourdeur inhabituelle, comme si la maison elle-même anticipait une révélation sanglante. Chacun se précipita vers les allées, le pas heurté par une angoisse qu'aucune bienséance ne pouvait plus contenir. Au pied du grand chêne, là où l'on avait déterré la boîte la veille, gisait le corps inanimé de l'historien. Son visage blême se détachait sous la lumière du matin, et sa tempe portait une marque sombre, nette, qui ne laissait guère de doute sur la brutalité du geste. L'homme, si passionné quelques heures auparavant, n'était plus qu'une silhouette figée, entourée de convives pétrifiés. La comtesse, clé rouillée, l'inscription latine. Tout prenait désormais un poids sinistre. La comtesse murmura que l'objet devait être rapporté à la famille, mais ses paroles se perdirent dans le tumulte croissant. Poirot, lui, inclina légèrement la tête. Le crime, mon cher Hastings, a toujours un mobile. Ici, il est aussi visible que ce chêne. Et ses yeux se fixèrent encore sur la terre retournée, cherchant déjà les marques que d'autres négligeraient. À peine le constat établi, la peur gagna les rangs. Certains invités protestaient de leur innocence avec une véhémence excessive. D'autres se taisaient, leur silence plus compromettant encore. Les plus nerveux parlaient de prévenir la gendarmerie, d'écourter leur séjour, comme si l'urgence était de fuir plus que de comprendre. Hastings perçut des visages livides, des regards fuyants, des gestes fébriles. L'atmosphère, déjà tendue la veille, s'effondra dans la confusion. Poirot, imperturbable, observait cette agitation avec une minutie glaciale. Chaque cri, chaque protestation, chaque larme lui apportait un indice précieux. « Voyez-vous, Hastings » chuchota-t-il doucement. Dans la panique,
Les masques tombent plus vite que je ne l'espérais. Et en effet, derrière le tumulte apparent, l'œil attentif distinguait déjà la peur véritable de certains, celle qui ne vient pas de la mort seule, mais de la crainte d'être démasqué. Dans l'agitation, quelques voix s'élevèrent pour proposer une explication rassurante. Peut-être l'historien, emporté par sa curiosité excessive, avait-il glissé sur la terre humide et heurté sa tempe contre une racine. L'idée, fragile, fut reprise par plusieurs convives qui semblaient s'y accrocher comme à une bouée. Une chute malheureuse. Voilà qui épargnait à chacun le fardeau d'un meurtre dans la maison. Hastings perçut dans ses propos plus de soulagement. Alors que les autres discutaient encore de l'accident supposé, Poirot s'agenouilla légèrement et laissa courir son regard sur la terre fraîchement piétinée. Il y avait là des empreintes confuses, un enchevêtrement de pas récents. Mais parmi elles, il en distingua certaines plus profondes, orientées de manière étrange, comme si quelqu'un avait attendu, immobile, derrière l'arbre. Plus loin, une série de traces interrompues trahissait un mouvement brusque, incompatible avec une simple chute. Poirot fronça les sourcils, puis releva un petit détail. Un talon enfoncé dans le sol, trop marqué pour appartenir à la victime, dont la démarche était plus légère. Ces indices discrets, que nul autre n'aurait remarqués, suffisaient à troubler la version commode de l'accident. Hastings, qui suivait ses gestes, ne comprit pas d'abord la signification de ses observations. Mais il vit le visage de son ami s'illuminer d'une intuition silencieuse. Poirot se redressa et essuya distraitement la poussière de ses mains gantées. Il n'opposa aucun démenti aux partisans de l'accident, se contentant d'un sourire courtois. Pourtant son regard, fixé sur le corps inanimé, puis sur les convives anxieux, trahissait une pensée plus complexe. Hastings, qui connaissait ce silence, comprit que son ami avait déjà perçu l'ombre d'une vérité plus subtile. Poirot portait sur chacun un regard attentif, comme s'il mesurait la part de mensonge ou de peur que recelait chaque visage. Rien n'était encore dit, mais tout, dans sa posture songeuse, laissait deviner qu'il ne se laisserait pas égarer par la commodité d'une explication trop simple. Pour Hastings, l'atmosphère devenait insupportable. La peur se lisait partout, dans les gestes saccadés des domestiques, dans les voix tremblantes des invités, et jusque dans le silence crispé de certains. Ce qui le troubla le plus fut la froide combien la peur serrait sa gorge. Mais ce témoignage, si fragile et imprécis, suffisait à jeter une lueur nouvelle sur les soupçons, déjà prêts à éclore dans les esprits tourmentés. Aussitôt, les regards convergèrent vers la jeune fiancée et conduite. Son humiliation récente, sa fierté blessée, ses emportements trop visibles, faisaient d'elle une coupable commode. Les conversations s'envenimèrent, chacun rappelant une parole trop vive, un geste d'agacement, une pique malheureuse. Comme toujours dans ces moments, le besoin d'explication prenait le pas sur la raison, et les convives s'accordèrent presque unanimement à la désigner. Hastings, troublé, ressentit l'injustice de cette unanimité trop rapide. Il vit la jeune femme pâlir, ses lèvres trembler, et ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle refoulait avec une fierté douloureuse. Poirot, lui, se tenait à l'écart, observant avec une attention froide cette mise en accusation spontanée. Il savait que la vérité, souvent, se cache derrière l'évidence la plus criante. Poirot demande à s'entretenir seul avec la jeune femme. Dans un petit boudoir aux rideaux tirés, l'atmosphère devint oppressante. Il lui posa des questions précises, jamais brutales, mais dont chaque mot, chaque intonation, cherchait à ébranler ses défenses. La jeune fille, nerveuse, se contredisait parfois, rectifiait, s'emportait, puis retombait dans un silence fiévreux. Poirot, immobile dans son fauteuil, notait tout. La crispation de ses doigts sur un mouchoir, la rapidité de son souffle, la manière dont ses yeux fuyaient à certaines questions. Hastings, témoin de la scène, sentit une tension grandir entre le détective et l'accusé. Pourtant, Poirot ne prononça pas de jugement. Il se contentait de tisser patiemment un filet de contradiction, révélant par touches subtiles la vérité des événements. Lorsque l'interrogatoire prit fin, l'opinion générale sembla scellée. Tout accusait la jeune femme. Son emportement, son aveu de jalousie, le témoignage de la servante, l'ombre aperçue près de l'arbre. Hastings lui-même, malgré sa sympathie, ne pouvait nier l'accumulation de ces signes. Pourtant,
Poirot demeurait pensif. « Trop parfait, mon ami, trop parfait », murmura-t-il plus tard. La logique de l'affaire lui paraissait trop bien arrangée, comme un tableau peint pour convaincre l'œil distrait. Dans cette construction trop nette, Poirot reconnaissait l'artifice. Là où les autres voyaient la culpabilité, il entrevoyait une main invisible qui avait soigneusement dirigé le soupçon vers une victime facile. La discussion revint à la clé rouillée et à l'inscription latine, dont l'étrangeté fascinait toujours. Certains affirmaient qu'elle liait directement la mort de l'historien au mystère du coffre. D'autres y voyaient un signe de malédiction. Hastings, perplexe, observait l'importance que prenait ce petit objet dans les esprits. Poirot, quant à lui, effleurait la clé comme on caresse une énigme. « Ce n'est pas la richesse, Hastings, dit-il doucement, mais ce que chacun projette dans ce symbole qui révèle sa véritable peur. L'arbre, la boîte, la clé, tout cela formait un ensemble où le passé pesait plus que l'or. » Resté seul, Poirot laissa courir sa pensée. Les réactions trop violentes, les aveux trop opportuns, les preuves trop bien alignées. Tout cela formait un décor soigneusement construit. « On cherche à m'égarer », songea-t-il. Ces petites cellules grises s'illuminaient déjà d'intuitions encore vagues, mais suffisantes pour lui inspirer la certitude que la vérité n'avait pas encore été atteinte. Derrière la jeune femme se dessinait l'ombre d'un esprit plus retors, capable de manipuler la peur froide. Les lettres racontaient une époque troublée, celle où la Révolution française avait renversé les privilèges. Les de Varennes, autrefois puissants, avaient tremblé devant la colère populaire. Ces pages révélaient un pacte honteux. Un membre de la famille avait trahi ses voisins, livrant aux autorités des noms et des biens, afin de sauver sa propre fortune. Hastings, à qui Poirot lut quelques extraits, blêmit. L'honneur affiché de la lignée reposait sur une duplicité soigneusement effacée de l'histoire officielle. « Voyez-vous, Hastings, dit Poirot d'un ton grave, ce n'est pas l'or qui fut enfoui sous l'arbre, mais une vérité dont la famille espérait que jamais elle ne rejaillirait à la lumière. Le coffre qu'on avait tant cherché, ce trésor qui excitait tant de convoitises, n'avait jamais contenu ni diamants ni lingots. Les lettres elles-mêmes constituaient ce legs empoisonné. Leur contenu, s'il était révélé, suffisait à entacher le nom des de Varennes à travers les générations. « Voilà, Hastings, » dit Poirot doucement, le secret qu'il craignait. Ce n'est pas la perte d'une fortune, mais la perte de la face. Le petit détective referma le paquet avec soin. Ce n'était pas un butin matériel, mais un fardeau moral, que certains avaient été prêts à tuer pour conserver dans l'ombre. Poirot, en exposant la nature de ces documents à Hastings, souligna la cruauté de cet héritage. « Voyez-vous, mon ami, l'or s'épuise, mais la honte demeure. Ce n'était pas un trésor à partager, mais une plaie à cacher. » Hastings, troublé, pensa au visage de la famille, à leur fierté, à leur façade mondaine. Comment supporter de savoir que leurs ancêtres avaient vendu l'honneur pour sauver leur vie? L'arbre, témoin muet, avait gardé le secret pendant 2 siècles. Mais en surgissant, Poirot, en esprit, dressait déjà l'inventaire des mobiles. Pour certains, il s'agissait de protéger l'honneur familial. Mieux valait tuer que de voir souiller la mémoire des ancêtres. Pour d'autres, au contraire, ces lettres représentaient une arme. Détenir le secret, c'était pouvoir dominer ou faire chanter les héritiers. L'historien assassiné, par exemple, avait compris la valeur historique et scandaleuse du document, ce qui en faisait une proie idéale. La comtesse, soucieuse de préserver la réputation de son nom, avait tout intérêt à détruire les preuves. Les fils, eux, pouvaient craindre que la découverte compromette leurs ambitions mondaines ou financières. Et puis il y avait les invités extérieurs, fascinés par l'idée de posséder un secret plus redoutable que l'or. Hastings, en entendant Poirot énumérer ses possibilités, sentit une inquiétude sourde. Désormais, tous avaient un mobile, et chacun pouvait être le meurtrier. Le chêne, dans sa majesté, n'abritait plus seulement une légende, mais une vérité qui divisait, empoisonnait et menaçait de détruire tout un cercle. Depuis la découverte des lettres, le manoir tout entier semblait ployé sous un poids invisible. Les conversations, autrefois feutrées, n'étaient plus qu'éclats nerveux et silences abrupts.
Les domestiques circulaient avec une hâte inhabituelle, redoutant de s'attarder dans une pièce trop chargée de regards soupçonneux. Chaque convive, en croisant l'autre, laissait transparaître la méfiance ou la crainte. Hastings, attentif, perçut que la présence de Poirot, si rassurante d'ordinaire, devenait désormais inquiétante. Chacun sentait qu'il approchait inexorablement de la vérité. Ce n'était plus seulement un mystère à élucider, mais un filet qui se resserrait autour d'un coupable. Le dîner, censé approcher, figé par la peur d'être accusé. Certains convives s'accusaient mutuellement. D'autres imploraient Poirot de faire cesser cette folie. Hastings tenta de ramener le calme, mais le chaos prenait des allures de tempête. Chaque voix tremblante, chaque geste brusque trahissait non seulement la peur d'un danger invisible, mais aussi la culpabilité de ceux qui savaient que ce poison avait été destiné à sceller un secret. Dans ce désordre, Poirot demeura immobile, observant avec une intensité glaciale. Quand le tumulte s'apaisa un instant, Poirot prit la parole avec gravité. « Le poison, mes amis, n'est jamais une arme choisie au hasard. C'est l'arme de l'intimité, de la main qui verse dans la coupe de l'autre sans éveiller la méfiance. » Un silence épais se fit, chacun mesurant le poids de ses mots. Hastings sentit dans cette remarque toute la perfidie de l'acte. L'empoisonneur devait être proche de la victime, assez pour que le geste passe inaperçu. Les regards s'échangèrent, lourds de soupçons. La maîtresse de maison, sauvée in extremis par les soins rapides prodigués, demeurait encore inconsciente. Mais le message était clair. Celui qui avait osé frapper ainsi connaissait les habitudes du manoir et avait choisi le moment le plus intime pour frapper. Poirot, une fois de plus, rappela l'évidence que beaucoup voulaient ignorer. Le drame du chêne et cette tentative d'empoisonnement n'étaient pas deux affaires distinctes, mais deux actes liés par un même centre. Le secret des lettres, dit-il. Voilà ce qui relie la terre souillée de sang et cette coupe empoisonnée. Il évoqua l'historien mort, trop curieux, et la maîtresse de maison, gardienne obstinée d'une réputation à préserver. Dans les deux cas, c'était la peur du scandale, la crainte que la honte familiale ne soit révélée, qui avait conduit au crime. Hastings, frappé par la... À mesure que Poirot exposait ses déductions, les convives semblaient rétrécir dans leurs fauteuils, comme si chaque mot réduisait l'espace autour d'eux. L'angoisse se lisait dans les yeux, et le silence pesait plus que les éclats. Hastings nota que certains tentaient encore de sourire, mais leur nervosité trahissait la crainte d'être découverts. Poirot, lui, demeurait serein, ses mains jointes, ses yeux perçants observant tour à tour chaque visage. Le meurtrier, il en était sûr, se sentait désormais acculé. La précipitation de l'empoisonnement n'était rien d'autre que le signe d'une peur croissante. La peur que Poirot, dans son inexorable logique, finisse par tout dévoiler. Lorsque le calme relatif fut rétabli, Poirot se leva avec une lenteur solennelle. « Mesdames, messieurs, dit-il, l'heure n'est plus aux murmures, ni aux accusations hasardeuses. La vérité, je vous le garantis, est prête à éclater. » Tous retinrent leur souffle. « Demain matin, je vous prierai de vous réunir dans le grand salon, au pied de l'arbre symbolique de votre maison. C'est là, devant chacun de vous, que je révélerai le nom de celui qui a versé le sang et le poison. » Les convives échangèrent des regards bouleversés, certains blêmes, d'autres défiants. Hastings sentit un frisson courir dans la pièce. Le filet était tendu, et il ne restait plus au coupable qu'une nuit pour attendre la sentence inévitable. Lorsque la maison fut enfin plongée dans un calme relatif, Poirot choisit de demeurer seul dans le grand salon. Les lampes diffusaient une lueur tamisée qui accentuait le sentiment de recueillement. Hastings, discret, comprit que son ami avait besoin de solitude et se retira sans insister. Poirot, les mains croisées sur ses genoux, laissa s'installer un silence dense, comme si chaque respiration contenait déjà le poids de la vérité à venir. Apparaître. Son esprit s'attarda sur le vieux chêne, centre immuable autour duquel gravitait tout le mystère. Pour les uns, il était symbole de force, pour d'autres un monument de malédiction. Pour Poirot, il devenait l'image même de la vérité, solide dans son apparence, mais dont les racines, invisibles, recelaient des pourritures anciennes. Les crimes récents n'étaient que la réplique d'une corruption plus ancienne,
transmise d'âge en âge. Il songea qu'aucun arbre, fût-il séculaire, ne pouvait porter indéfiniment un tel fardeau sans que la vérité ne finisse par surgir de la terre. La clé rouillée, l'inscription latine et le coffre jadis évoqué reprirent place dans l'ordre de sa pensée. Ce n'étaient pas de simples objets matériels, mais des symboles. La clé, inutile pour ouvrir quoi que ce soit, figurait la mémoire verrouillée d'un secret. L'inscription latine, en apparence érudite, masquait la honte d'une trahison familiale. Quant au coffre, il n'avait jamais été conçu pour protéger des richesses, mais pour ensevelir la preuve d'un déshonneur. Voilà, se dit Poirot, le vrai trésor. La honte d'hier devenue arme d'aujourd'hui. Ces symboles, compris séparément, ne faisaient qu'intriguer. Réunis, ils révélaient la continuité d'une même faute et la volonté acharnée de l'étouffer. Peu à peu, les crimes prirent place sur une même ligne logique. Le meurtre près du chêne, supprimer celui qui avait compris l'ampleur du secret. La tentative d'empoisonnement, réduire au silence celle qui risquait de le divulguer. 2 actes, 2 victimes choisies, mais un seul mobile. La peur. Peur que les lettres ne sortent de l'ombre. Peur que la lignée de Varennes soit éclaboussée à jamais. Poirot vit clairement que les 2 crimes n'étaient pas des élans de violence isolés. À l'aube, un silence lourd enveloppait le domaine. Les convives, convoqués par ordre de Poirot, descendirent un à un vers le parc. Le vieux chêne se dressait, majestueux et grave, comme s'il avait endossé le rôle de témoin immémorial. Sous ses branches épaisses, le cercle se forma, contraint par la présence du petit détective. Hastings, à ses côtés, ressentit une tension telle que chaque pas résonnait comme une marche vers le jugement. Personne n'osait parler. Seuls les froissements des manteaux et le souffle de la brise troublaient ce recueillement forcé. Poirot, d'un geste mesuré, invita chacun à se placer. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva. « Mes amis, nous sommes réunis non pour chercher encore, mais pour entendre la vérité. Cet arbre, témoin des siècles, sera aussi témoin de la justice. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le tribunal silencieux venait de s'ouvrir. Poirot commença par retracer les événements, avec la précision d'un horloger. Tout d'abord, dit-il, il y eut la découverte de la boîte en argent, avec sa clé rouillée et son inscription latine. Puis le lendemain, le malheur frappa. L'historien, obsédé par ce secret, fut retrouvé mort au pied de cet arbre. La boîte avait disparu. Enfin, la maîtresse de maison, lors du dîner, faillit périr à son tour, le poison glissé dans sa coupe. Son regard se posa tour à tour sur chaque convive, mesurant les réactions, pesant les silences. 3 actes, 3 coups d'un même drame. À chaque fois, la peur du secret enfoui guidait la main du coupable. Ce secret n'était pas fait d'or, mais d'une honte ancienne, transmise comme un héritage empoisonné. Voilà le fil conducteur qui lie la terre, le sang et le vin. Hastings nota que certains convives, en entendant ces mots, baissaient les yeux. Un vide que seule la peur pouvait expliquer. Il se tourna vers un convive qui pâlit aussitôt. « Vous disiez être resté dans la bibliothèque, mais nul domestique ne vous y a vu. Vous prétendiez lire, pourtant le livre que vous avez cité n'était pas ouvert depuis des mois. » Poirot s'avança d'un pas. « De même, vous avez affirmé ne pas avoir approché le chêne ce matin-là, mais vos souliers, examinés de près, portaient la trace de la terre humide au pied de l'arbre. » Les regards convergèrent, les respirations se suspendirent. Poirot continua, implacable. Ces contradictions, ces gestes nerveux, ces silences trop appuyés, tout cela trahit la peur. Et cette peur n'appartient qu'à celui qui sait qui l'a tué. Dans l'assemblée, un souffle étranglé se fit entendre, comme le craquement d'une conscience sous le poids de la vérité. Poirot, immobile sous l'arbre, laissa planer un silence qui sembla s'étirer à l'infini. Puis, d'une voix douce mais implacable, il prononça le nom que tous redoutaient. Ce n'était ni un étranger, ni une figure marginale, mais un membre respecté de la famille, un parent proche, toujours prompt à rappeler les vertus de l'honneur et la grandeur du nom des 2 Varennes. Hastings vit l'homme blêmir, ses lèvres s'ouvrirent comme pour protester, mais aucun son n'en sortit. Poirot, impitoyable, poursuivit.
C'est vous qui avez attendu l'historien près du chêne, redoutant qu'il ne fasse éclater l'infamie. Vous qui avez saisi la pierre fatale pour le réduire au silence. Et c'est vous encore qui, hier soir, avez glissé le poison dans la coupe de la maîtresse de maison, car elle commençait à douter, à s'inquiéter, à deviner peut-être. L'homme, tremblant, secoua la tête, mais ses yeux fuyants le trahissaient. Votre obsession de... Poirot reprit alors la boîte en argent qu'il avait fait rapporter. Il la tint entre ses mains avec précaution. « Voici, dit-il, l'artifice par lequel on a voulu tromper nos esprits. Une boîte, une clé rouillée, une inscription latine. Tout cela ne signifiait rien par soi-même. C'était un leurre. On a voulu que l'imagination des uns et la cupidité des autres se concentrent sur ces objets. Ainsi, le véritable trésor demeurait ignoré. Il ouvrit la boîte, révélant son vide dérisoire. La clé, mes amis, n'ouvrait aucune serrure matérielle. Elle n'était que le symbole d'une mémoire verrouillée, la trace visible d'un passé que l'on cherchait à cacher sous les racines du chêne. Leurs regards, fascinés, restèrent fixés sur ce petit objet insignifiant qui, par ruse, avait porté tant de sang. Poirot, d'un geste mesuré, posa enfin sur la table improvisée les lettres jaunies qu'il avait retrouvées. « Voici, mes amis, le seul trésor que ce chêne ait jamais gardé. Non point de l'or, mais des mots. Des lettres écrites il y a 2 siècles, preuve d'une trahison honteuse. Le silence s'épaissit. Le véritable héritage n'était pas un coffre plein de richesses, mais la certitude que les ancêtres des 2 Varennes avaient vendu leurs voisins pour sauver leurs privilèges. Voilà ce que craignait notre coupable, que ce secret éclate et jette l'opprobre sur un nom qu'il vénérait plus que la vie. Hastings sentit l'horreur glaciale de cette vérité. Tant de morts, pour dissimuler des pages de papier. Un murmure parcourut le cercle. Certains convives, le visage défait, détournaient les yeux comme pour échapper à la honte. D'autres laissaient percer un soulagement amer, comme si la vérité, si douloureuse fût-elle, venait au moins briser l'attente insupportable, conclure ce récit douloureux. Il écrivit que jamais un arbre ne lui avait paru aussi lourd de sens. Le chêne, avec ses racines profondes et ses branches puissantes, avait porté les joies d'antan, les secrets des hommes et leurs crimes. Chaque fissure de son écorce semblait contenir un écho de souffrance, chaque feuille une ombre de mémoire. Hastings, en observateur sensible, comprit que l'arbre demeurait le véritable témoin du drame. Il avait vu l'histoire se dérouler sans rien dire, et continuerait de garder le silence bien après le départ des vivants. Poirot, lui, s'autorisa une réflexion à mi-voix, comme s'il parlait autant pour lui que pour son ami. « Mon cher Hastings, dit-il, le véritable trésor n'était ni l'or ni les bijoux, mais la vérité. Elle est souvent cruelle, parfois insoutenable, mais toujours nécessaire. » Ses yeux brillaient d'une mélancolie particulière. L'argent se perd, la gloire s'efface, mais la vérité, même douloureuse, demeure. Elle est ce qui libère autant qu'elle condamne. Hastings, touché par la gravité de ces mots, garda le silence, comprenant qu'aucune réponse n'était attendue. Poirot, déjà, avait replongé dans ses pensées. Avant de quitter le domaine, Poirot et Hastings jetèrent un dernier regard vers le chêne. L'air du soir frôlait ses branches, et l'arbre paraissait habité d'un mystère immuable. Hastings éprouva une impression étrange, comme si ce témoin muet continuait de juger les vivants. Poirot, en silence, ajusta sa moustache, songeant peut-être aux crimes qu'il avait révélés et à ceux que le temps dissimulerait encore. Le chêne, indifférent, resta debout, gardien des passions humaines, laissant flotter dans l'air un écho mélancolique qui ne devait jamais se taire. Ainsi s'achève ce voyage parmi les ombres